Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Léa, bonsoir. Bonsoir, chère Tidiane. Bonsoir également à vous, chers téléspectateurs. Voici les titres de cette édition. La gestion des déchets solides urbains de Dakar, désormais du domaine de l'UCG. C'est une annonce du ministère de la Gouvernance locale. Les travailleurs de l'entente Kadakar désapprouvent cette mesure. Le Sénégal, classé 25e parmi les pays les plus pauvres au monde. Le ministre de l'économie et des finances ne veut pas verser dans la polémique. Amadou Ba indique qu'en représentant du Fonds monétaire international est à Dakar, des réponses vont être apportées. La mairie de Dakar fixe un ultimatum aux marchands tabliers basés au site 3 de Ponty. Ils ont jusqu'au 31 octobre 2015 pour rejoindre Félix Eboué. Ces commerçants soutiennent que ce site n'est pas prêt à les accueillir. Et puis en fin de journal, le dossier du lundi qui s'intéresse au traitement des articles d'abus sexuels dans les médias. Voilà le sommaire de ce journal. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. La gestion des déchets solides urbains, désormais dévolue à l'unité de coordination de la gestion des déchets solides. Une annonce du ministre de la Gouvernance locale, du Développement et de l'Aménagement du territoire, Abdoulaye Diouf Sarr, qui estime que l'entente Kadakar a montré ses limites. Reportage d'Alassane Ba et de Mardien. La décision est prise de transférer le programme de gestion des déchets solides urbains de la région de Dakar à l'unité de coordination et de gestion des déchets solides. Cette décision a été prise par décret numéro 2015-1703 du 27 octobre 2015. Cette mesure est prise en application de l'article 119 de la loi 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des collectivités locales. Crise profonde dans l'entente et insalubrité manifeste dans la capitale. Selon Abdoulaye Diouf Sarr, le président de l'entente Kadakar a été saisi pour revoir sa gestion des ordures et devant l'urgence de réaméliorer le système, toutes les parties prenantes ont été consultées. La situation d'insalubrité résulte essentiellement des dysfonctionnements du dispositif de collecte, des retards dans le paiement des factures des concessionnaires, mais aussi des conflits répétés entre ces derniers et l'entente Kadakar. En conséquence, toutes les parties prenantes à la gestion des déchets solides, de même que les populations, manifestent leur grande insatisfaction. Par ailleurs, les collectivités locales du département de Rufisque ont décidé de quitter l'entente Kadakar et de dissoudre la CAR pour mettre en place une nouvelle structure intercommunale. Le lundi 19 octobre 2015, j'ai reçu une délégation des 6 syndicats des travailleurs du nettoiement pour informer de la situation actuelle et recueillir leurs préoccupations et avis. Les responsables syndicaux ont déploré, eux aussi, l'insalubrité qui sévit à Dakar. Le nouveau gestionnaire, un professionnel dans le milieu, qui signe également son retour. Je rappelle que l'UCG intervient déjà avec efficacité dans les autres régions du pays. La tâche est immense, mais l'UCG, en relation avec tous les acteurs concernés, les collectivités locales en particulier, prendra les dispositions appropriées pour débarrasser la capitale de ces ordures. Très prochainement, une réflexion sera engagée avec l'ensemble des acteurs. Objectif, mettre en place un système cohérent et durable des déchets solides. Le verdict est donc tombé. L'Union de la coordination TG, gestion des ordures, UCG, remplace Dakar. La décision ne satisfait pas les travailleurs de la structure. Son secrétaire général Madanissi dénonce cette mesure qui, selon lui, a des soubassements politiques. Un reportage signé Aïssatou Paye et Modou Diop. La gestion des ordures retirée à l'entente Kadakar, confiée à l'unité de coordination pour la gestion des ordures, psycho chez les travailleurs. Ils redoutent encore une précarité de l'emploi et disent non à cette décision. Si le nettoiement va être transféré au niveau de l'UCG, je dis qu'on ne saurait l'accepter puisque nous sommes des travailleurs. Nous avons des contrats à durée indéterminée. Nous sommes dans un secteur à haute intensité de main-d'œuvre qui mérite respect et considération. Pour nous, c'est un manque de respect et de considération. Cette décision, elle n'est pas technique, elle est purement politique. Pourquoi? Puisque
Le président de l'entente Kadakar, c'est M. Khalifa Sall. C'est lui qui est notre mentor. Aujourd'hui, s'il y a une guerre, ils n'ont qu'à nous épargner cette guerre-là. Aujourd'hui, nous sommes en train de payer les pots cassés. 9 employeurs en 10 ans. Le secrétaire général de l'entente Kadakar affirme qu'aucun document officiel n'est venu étayer ce changement. 2 employeurs. Aujourd'hui, la décision du ministre nous disant que nous sommes reversés au niveau de l'UCG, disant que, oui, que tous les intérêts des travailleurs seront sauvegardés et qu'il n'y aura pas de désagrément vis-à-vis de nos attentes. Mais moi, je pensais qu'aujourd'hui, s'il y a substitution d'employeurs, il faut qu'il y ait une passation de service. Il faut que l'inspection générale d'État vienne faire un rapport pour constater les actifs et les passifs. Ça n'a pas été fait. Donc on nous met devant le fait accompli. On ne sait pas aujourd'hui à quoi s'en tenir. Des conséquences sur le plan social et économique. Plus de 1500 travailleurs des ordures dans la tourmente. Aïssatou Païfal, le Sénégal classé par le FMI 25e parmi les pays les plus pauvres au monde. Une information, Léa, qui fait beaucoup de bruit. Le ministre de l'économie et des finances, lui, ne veut pas verser dans la polémique. Le ministre Amadou Ba indique qu'un représentant du Fonds monétaire international est actuellement à Dakar et que des réponses exactes vont être apportées. Écoutons le ministre de l'économie, des finances et du plan au micro d'Aminata Mbaresso. C'est une question sur laquelle je voudrais vous demander l'indulgence pour une raison bien simple. On a parlé du FMI. Il se trouve qu'un des directeurs du FMI est sur place. Et demain, nous organisons avec le FMI une réunion sur les perspectives économiques. La presse est déjà invitée. Je voudrais que le FMI et le gouvernement du Sénégal reviennent sur cette question. Comme ça, ça va être un débat clos. Vous avez parlé du FMI, le FMI est là. Le FMI va répondre et le gouvernement va confirmer. Donc je pense qu'on attend demain, c'est moins de 24 heures. Et Amadou Ba qui présidait la signature de convention de financement entre la Banque mondiale et l'Union européenne. L'accord de financement entre l'État du Sénégal et la Banque mondiale porte sur un crédit d'un montant de 40 milliards de francs CFA destiné à la mise en œuvre du projet eau et assainissement en milieu urbain. L'Union européenne, elle, s'engage à octroyer au Trésor public 39 milliards de francs CFA pour une agriculture inclusive. Le Sénégal classé donc 25e pays, le plus nombreux sont les Sénégalais qui disent ne pas être surpris. Selon eux, la pauvreté est perceptible dans la vie de tous les jours, fustige la politique du Fonds monétaire international, un sujet signé à Faraba. Le Fonds monétaire international a publié la liste des 25 pays les plus pauvres de la planète. Parmi ces pays figure le Sénégal qui occupe la 25e place, une position qui ne surprend guère certains Sénégalais. La pauvreté est bien présente au Sénégal, les gens ne mangent pas à leur faim, c'est catastrophique. Il n'y a rien dans ce pays. Il y avait de l'espoir, mais les Sénégalais ne croient pas en eux. La pauvreté s'accentue dans ce pays. Cet hivernage est bon, mais la pauvreté est là. Il y a de l'espoir, mais... Pourtant, Daouda Sène refute ce classement. Selon lui, c'est juste une politique du FMI et de certaines institutions financières pour faire peur aux États. Ce n'est pas vrai. Le FMI a ses principes, celui d'augmenter les denrées de première nécessité et d'appauvrir les populations. Si tu fais le contraire, il te largue à la dernière place. Le pays marche bien, il n'y a plus de pauvreté dans ce pays. Pour sortir de cette situation, les Sénégalais pensent que la création d'emplois serait un atout, mais aussi le retour vers l'agriculture. Il faut de l'investissement, créer de l'emploi, mais aussi il faut un retour vers l'agriculture. Pourquoi pas, élevage. Ce classement de l'institution financière estime que le Sénégal fait partie des pays qui produisent le moins de richesses dans le monde. Même liste publiée, le continent africain a battu le record en matière de pauvreté.
Je vous le disais en sommaire, les marchands tabliers recasés au site 3 de Ponty sommés de quitter les lieux. Une sommation de la mairie de Dakar. Jusqu'au 31 octobre prochain pour rejoindre le site Félix Eboué, un site qui selon eux n'est pas prêt à les accueillir. Aminata Mbaresso et Mardien Reportage. Des marchands tabliers rouges de colère, ils ont reçu une sommation du maire de Dakar pour quitter ce lieu de commerce situé sur un site qu'ils occupent depuis 2013. On a eu un avertissement verbal venant du maire Khalifa Sall. Il nous a appelé récemment et il a dit qu'il ne peut plus payer le site. Parce que dans ce site, il y a aussi le terre. Bon, il l'avait pris en location, mais il a dit que ses moyens ne lui permettent plus de payer le bâche. Il y a 489 personnes qui travaillent dans ce site seulement. Je n'ai pas dit les autres sites. Dans le site de Ponty, il y a 489 personnes qui travaillent ici. Quand le président dit qu'il veut créer chaque année 100 000 emplois et tu veux dissoudre 489 personnes, mais ça pose problème. C'est qu'il ne peut pas continuer. Le 31 octobre prochain, dernier délai fixé par la mairie de Dakar, les raisons et la date avancée font débat. Khalifa Sall nous a donné le premier, parce qu'il a dit le 1er octobre. Le 1er novembre, dimanche, autant pour moi. Le 1er novembre, parce qu'il a dit qu'il ne peut plus payer les bâches. Le terrain, il l'avait pris en location, il ne peut plus payer. Donc lui, au moins, quoi qu'on puisse dire, il a fait son mieux. Mais le chef de l'État, le président de la République, nous l'interpellons. Ces marchands tabliers comptent rester sur les lieux. Le site de Félix Eboué qui leur est promis n'est pas encore opérationnel, estime-t-il. Le site de recasement n'est pas encore terminé. Il y a l'assainissement, c'est Félix Eboué. Et Khalifa, malgré tout le respect qu'on lui doit, mais il n'a pas tenu parole. Il avait dit que je ne laisserai... Quand j'enlève les ambulants, pour le site de Félix Eboué, il faut que le site de Félix Eboué soit terminé. Mais le site n'est pas encore terminé. Après ce point de presse, il prévoit des rencontres avec les autorités municipales, une manière d'arrondir les angles. Et puis parlons des conditions tarifaires pour la période 2017-2019. La Sénélec a démarré les travaux de révision ce lundi. Le directeur général de la Sénélec en a profité pour rassurer les populations. Il n'y aura pas de hausse du prix de l'électricité. Mais si baisse il y en aura, il ne sera que marginal. Là-dessus, je vous propose d'écouter cet élément signé Fatiga. La révision des conditions tarifaires lançait un programme à 6 phases sanctionné par un bilan. La première phase, c'est le lancement. Ensuite, nous aurons une phase préparatoire. Et pendant cette phase préparatoire, nous ferons le bilan des activités de Sénélec, lequel bilan portera sur la période 2014-2016. Et toujours dans cette phase préparatoire, le ministère de l'Énergie réitérera des normes en matière d'électrification urbaine. À la suite donc de cette phase préparatoire, la Commission élaborera un document de consultation publique. Les avis de toutes les parties prenantes seront recueillis. Les consommateurs ne seront pas en reste. La cible privilégiée reste les clients de Sénélec. Et c'est ça également l'objectif prioritaire de Sénélec, d'améliorer la satisfaction de la demande, d'améliorer les conditions de fourniture, de production et de distribution de l'électricité au Sénégal. Depuis le dernier trimestre de 2014, nous avons noté une baisse du combustible, vous l'avez constaté. Et cela se traduit aujourd'hui par un dépérissement de la compensation que l'État versait à Sénélec. C'est ça la clé de la problématique, parce que la compensation avait été fixée corrélativement à un plan de production de Sénélec qui devait améliorer son mix énergétique. Le directeur général de la Sénélec prône la mise en place de centrales syndicales pour une baisse de tarifs plus significative. Avoir de nouvelles centrales qui nous permettraient d'avoir une production suffisante et à des prix compétitifs. Malheureusement, aucune de ces centrales n'est au rendez-vous au moment où je vous parle et la compensation disparaît ou va disparaître. Cela peut se traduire, si la Commission a décidé aujourd'hui, après ses travaux, par une baisse, mais cette baisse ne peut être que marginale. Les participants comptent échanger sur des points qui, à la fin du processus, devront aboutir à des tarifs supportables pour les consommateurs. Pour sa part, le directeur général de la Sénélec souhaite la poursuite du redressement de la boîte.
Nous reparlons de la sortie de Macky Sall hier sur les antennes de iTélé. La question de l'homosexualité s'est invitée. La réponse du chef de l'État, Léa, a été claire et nette. Pas question de légalisation. Exactement, cher Tidiane. Selon le chef de l'État, les convictions et les croyances du peuple sénégalais ne permettent pas à l'homosexualité d'être légalisée. Deux organisations de la société civile se réjouissent, l'ONG Jamra et la RADDHO. Mame Biram Diouf. Nous avons notre code de la famille. Nous avons... Macky Sall qui se prononce sur la question de l'homosexualité, un petit rappel historique. Au lendemain de son élection, ce débat avait refait surface au point d'avoir incité le président Macky Sall à faire consigner dans le communiqué du Conseil des ministres du 11 avril 2013 que notre ancrage dans nos valeurs culturelles et religieuses ne s'accommode pas d'une dépénalisation de l'homosexualité. Le sujet a aussi défrayé la chronique pendant la visite de Barack Obama au Sénégal. Il a eu à également s'exprimer pour dire que le Sénégal n'est pas encore prêt à dépénaliser, si vous voulez, l'homosexualité. Tous ces deux acteurs de la société civile saluent la position du président sénégalais Macky Sall. Nous adressons nos vives félicitations au président Macky Sall pour la réponse ferme et catégorique qu'il a eue face à la presse française en exigeant le respect de nos croyances et de nos convictions, en exigeant le respect du droit de chaque peuple de définir sa propre législation. Je suis en phase avec lui, d'autant plus que ces questions, il n'y a pas qu'au niveau du Sénégal où nous discutons de ces questions. Nous discutons de ces questions au niveau de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, qui va d'ailleurs se réunir à Banjul. Puis pour Mame Mactar Gueye, il faut faire bloc derrière le président Sall et refuser ce que veulent nous imposer certains lobbies. Aboubakry Mbodj, lui, invoque la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples pour conforter Macky Sall dans sa déclaration. Nous, ce qui nous préoccupe, c'est le respect de la dignité humaine. C'est des êtres humains qui vivent parmi nous, qui ont leurs différences, mais qui ne peuvent pas aussi nous imposer, si vous voulez, une autre manière de voir. C'est ce qui fait la richesse du Sénégal, c'est aujourd'hui la coexistence pacifique. Il faut renforcer également la tolérance entre les religions, la tolérance entre les êtres humains. L'ONG Jamra et la RADDHO en phase avec le président Macky Sall, qui ne trouve pas pertinent ni commode que le Sénégal soit doté d'une loi autorisant l'homosexualité. Et puis cette phrase du président Macky Sall selon laquelle dans certains cas de viol ou d'inceste, l'avortement doit être autorisé, cher Tidiane, une déclaration qui en a fait réagir plus d'un. Oui, le vice-président de l'ONG Jamra soutient qu'une telle décision s'impose si et seulement si la vie de la mère est menacée. Mame Mactar Gueye, que je propose toujours d'écouter au micro de Mame Biram Diouf. Etc. Donc il a ouvert toutes les portes. Il a ouvert la porte au dialogue. Il n'a pas été catégorique. Vous êtes où? Notre position a toujours été claire. Le Coran, aussi bien que la Bible, rejette toute forme d'abréviation de la vie du fœtus, sauf sous réserve de cette unique et exclusive dérogation émise par le Coran si la grossesse met la vie de la mère en danger. Alors, au-delà de cette dérogation-là, je n'ai vu dans aucun texte d'autres dérogations prévues en la matière. Direction Sédhiou, à présent, Léa, 6 écoles arabes publiques du département menacées de fermer faute d'enseignants. Un problème, cher Tidiane, qui s'ajoute au manque d'écoles franco-arabes. On fait le point avec nos correspondants Bakary Konté et Salah Samb. Les écoles franco-arabes publiques du département de Sédhiou risquent de fermer leurs portes. Les enseignants arabes tournent le dos à la région de Sédhiou, alors que les foyers religieux continuent de réclamer des écoles franco-arabes. Je pense que dans le cadre d'une adaptation de l'offre à la demande, nous avons ouvert un réseau de 6 écoles franco-arabes. Donc, qui ont démarré par le CI, le CP, le C1. Actuellement, on en est au C2 et on doit passer au CM1. Le problème qui se pose maintenant, c'est que nous constatons qu'il y a beaucoup d'enseignants arabes qui quittent le département et le nombre qui donc remplace ces départs-là ne suffit pas pour qu'on maintienne le dispositif tel qu'il existe. Pour les inscriptions au CI, un gap de plus de 2000 enfants est noté. Nous avons comme objectif planifié 7500 élèves.
Donc pour l'objectif planifié filles, 3750, donc 50%. Pour un nombre de CI à recruter de 167. Mais octobre jusqu'au 23 octobre, nous avons recruté 5215 élèves total, dont 2392 filles. Les directeurs d'école demandent la participation des ASC. Je crois que les ASC pourraient vraiment être d'un apport important. Si elles ne peuvent pas participer aux travaux d'assainissement, puisque c'est salissant, je pense que prendre une fiche, entrer dans les maisons, recruter, je crois que là, ils peuvent le faire. Elhadji Cissé, l'IEF de Sédhiou, demande l'appui du ministère de l'Éducation nationale pour sauver les écoles arabes de la région de Sédhiou. Il souhaite aussi l'implication de tous les acteurs pour la réussite de la campagne de recrutement au CI. À Kolda, des femmes membres du parti Dental Sénégal Action Patriotique ont emblavé du riz sur un kilomètre de 15 hectares. Un premier pas pour ces femmes qui veulent jouer leur partition dans l'autosuffisance alimentaire prônée en riz, prônée par le chef de l'État. C'est une correspondance signée Abdoulaye Diallo. Pour répondre à l'appel du chef de l'État en matière d'autosuffisance en riz, les femmes de Dental Sénégal Action Patriotique ont emblavé un périmètre risicole de 15 hectares. Notre leader nous a toujours incité à coupler la politique avec des activités de développement. C'est ainsi que nous est venu l'idée de mettre en place ce périmètre risicole. Cela nous permet en même temps de répondre à l'appel du chef de l'État. Nous prions pour que ça aille de l'avant. Ce riz qui est arrivé en phase de maturité a reçu la visite du secrétaire général de Dental Sénégal Action Patriotique, parti membre de la coalition Benno Bokk Yakaar. Donc à travers cette réalisation qui a été faite, cette parcelle de riz, je voudrais magnifier leur engagement, leur combat, leur bataille pour le développement de notre pays. Il faut davantage saluer, je veux dire magnifier encore cet engagement, parce qu'elles ont répondu à l'appel du chef de l'État. À l'appel du chef de l'État pour l'autosuffisance en riz, mais pour l'émergence même du Sénégal. Le souhait de ces femmes est de mettre en place un magasin de vente en gros du riz local à Kolda. C'est ça notre souhait, cultiver et ouvrir notre propre magasin à partir duquel tous les grands commerçants vont s'approvisionner en riz. C'est ce que nous voulons. Après les rizières, ces femmes comptent entamer les travaux de maraîchage pour bien préparer la prochaine campagne agricole, car, disent-elles, elles envisagent d'emblaver 3 fois plus que ce qu'elles ont cultivé cette année. À cette occasion, elles... Et puis avant l'actualité internationale, parlons de cette séparation à l'amiable entre l'État du Sénégal et l'homme d'affaires Abbas Jaber, actionnaire majoritaire de la Sunéor, une décision prise au cours de l'audience que le Premier ministre a accordée à Abbas Jaber. Chartidiam. Léa, nous allons de ce pas à Abidjan pour retrouver notre envoyé spécial Barkaba, Barka qui est là-bas pour couvrir l'élection présidentielle. Barka, bonsoir. Bonsoir, Chartidiam. Alors, Barka, avant de parler de cette élection présidentielle, l'ambassadeur du Sénégal à Abidjan a organisé cet après-midi la levée du corps de Souleymane Diallo. Ce jeune Sénégalais avait été tué lors de sa garde à vue dans les locaux d'un commissariat de la capitale. Absolument, Chartidiam. Cette affaire avait mis en émoi toute la communauté sénégalaise à Abidjan, mais aussi au pays, tellement les circonstances du décès de Souleymane Diallo, ce jeune chauffeur de taxi originaire de Kédougou, avait été révoltante. Pour rappel, il avait été abattu lorsqu'il était en garde à vue dans des circonstances encore non élucidées par un policier de 2 balles à bout portant. Et ce drame avait mis en émoi donc cette communauté qui d'habitude est bien traitée en Côte d'Ivoire et très bien intégrée en Côte d'Ivoire depuis maintenant plusieurs générations. Il ne fait pas d'histoire particulière. De meurtres non expliqués, non élucidés, à
quelque part posé un petit problème diplomatique entre le Sénégal et Abidjan, mais les autorités se sont engagées à planir ce petit couac. C'est dans cette circonstance que l'ambassadeur ici, M. Souran, a organisé aujourd'hui le rapatriement du corps du jeune Souleymane Diallo à Port-Boué. Et il y avait une délégation de Sénégalais, dont le consul Abdou Karim Bass, qui était là pour assister donc, au rapatriement du corps de Souleymane. Et les autorités du Sénégal à Abidjan ont tenu à rassurer la communauté en disant que les autorités ivoiriennes suivaient de très près ce dossier, que le commissaire en question aurait été suspendu, et qu'il y a eu un rapport d'autopsie qui a été placé sur la table du procureur et qu'une enquête est ouverte. Et il paraît même que le président Ouattara lui-même a donné des assurances pour dire que toute la lumière sera faite sur ce meurtre et rassurer nos compatriotes sénégalais qui vivent à Abidjan. Oui, Barka, justement, nous allons parler de cette élection présidentielle ivoirienne, les Ivoiriens qui ont voté hier pour élire leur président. Est-ce qu'en ce moment, on peut avoir une idée des dernières tendances et une idée également sur le taux de participation? Oui, en fait, l'enjeu principal, Chafidiane, de cette élection, c'est le taux de participation. Alors, on ne le connaît pas encore officiellement, même s'il y a des chiffres officieux qui circulent, on tient de très très bonnes sources, de sources très haut placées. La tendance qui devrait se dégager, c'est que quand même, le taux de participation va être beaucoup moins important que celui qu'on avait enregistré à l'élection de 2010, qui avait opposé, comme on le sait, le président Laurent Gbagbo à l'époque et Alassane Ouattara, où on avait eu des taux de participation de l'ordre de 80% au premier tour et même de 90% au second tour. Tant cette élection de 2010 avait été marquée par la passion, on ne devrait pas se retrouver pour cette élection dans les mêmes proportions, dans la mesure où d'abord il y a une bonne partie de l'électorat du président Gbagbo qui est non négligeable à Abidjan, il faut le dire, qui a décidé de boycotter l'élection. Il y a 3 des 10 candidats qui se sont retirés avant le scrutin, ce qui fait que même si tout le monde pense ici à Abidjan Alassane Ouattara a un boulevard et qu'il devrait être réélu confortablement dans son fauteuil, le taux de participation, qui n'a pas encore été officiellement annoncé, risque d'être un enjeu de bataille politique pour ses adversaires. Voilà, merci Barkaba. Au monde de sport, basketball, l'UGB remporte la Coupe du Sénégal devant l'USO, score final 60-55, une finale âprement disputée, seule fausse note. La finale s'est déroulée sans la présence des autorités. Pape Faraning, Younous Diatta. Mamadou Ndoye soulève son dernier trophée avec l'UGB, les larmes aux yeux au coup de sifflet final. L'international sénégalais qui va mettre un terme à sa carrière a permis à son équipe de remporter la finale de la Coupe du Sénégal devant l'ISO 60-55, un match très disputé. À 1 minute de la fin, les deux équipes étaient à 55 partout. C'est normal aussi parce que sérieusement, là où j'en suis, il faut que je passe à autre chose. Il faut que je passe à autre chose. Parce qu'il ne faut pas faire comme les autres et attendre jusqu'à jouer le dernier match. Et le dernier match égale catastrophe, quoi. Moi, je préfère arrêter pendant qu'il est temps. Essayer d'encadrer les gosses, de les aider parce qu'il y a de nouveaux talents qui sont là. Parce que c'est ma première année sur le banc de l'UGB. Il fallait que je gagne cette coupe. Au moins, il faut que nous répondions rigueur, avec patience. La coupure d'électricité de plus de 5 minutes au stade Marius Ndiaye a freiné l'ardeur des Wakamois qui ont marqué que 2 points après, la trêve forcée a aussi joué. On n'a pas bien joué. Les derniers minutes, c'est pour ça qu'on a perdu. Ah, ça compte. Il n'y a pas d'organisation dans le championnat. Manque de maturité, manque d'expérience. Donc, c'est l'ISO, malgré une forte mobilisation de ses supporters, va devoir attendre pour remporter sa première finale de Coupe du Sénégal. Mais l'autre fait marquant, aucune autorité n'est présente à cette finale.
Le dossier de ce lundi s'intéresse à cette journée de sensibilisation destinée aux journalistes. Objectif, les aider à mieux traiter certaines informations sensibles telles que les abus sexuels. Voilà, il sollicite un nouveau comportement de la part de ces hommes de médias qui ont favorablement répondu à l'appel. Un dossier signé Alassane Ba et Modou Diop. Traités souvent dans le chapitre des faits divers, ces articles contribuent pour la plupart à la retraumatisation des victimes d'abus sexuels, selon le professeur. Le texte du journaliste ou sa parole peut revêtir même une dimension quelque peu pornographique qui en fait en finit de banaliser le fait d'abus sexuels et contribuer surtout à stigmatiser la victime. Et je pense qu'ils nous ont dit, ben oui, vous savez, nous recherchons quelque peu le sensationnel parce que c'est ce qui se vend le mieux. Nous leur disons, mais vous savez, le sensationnel tue parce qu'il s'agit d'un crime de quelqu'un qui est blessé dans sa chair. Cette affaire est portée sur la place publique et qu'en fait elle est portée d'une façon accusatrice. Donc elles sont très souvent retraumatisées. Il y en a qui menacent de se suicider, il y en a qui vont déménager parce qu'en fait il y a une très grande résonance sociale. Une sensibilisation qui semble porter ses fruits. Pour ces hommes de médias, l'heure est venue de revoir le traitement. Une victime qui lit cet article-là est traumatisée. On ne fait qu'accentuer le traumatisme des victimes de viol dans nos médias. Et je pense qu'un atelier comme ça, où il y a des professionnels du milieu qui viennent former les journalistes par rapport à ces questions-là, vient à son heure. Il arrive qu'on remarque que beaucoup de nos confrères, de nos consoeurs écrivent et ne font pas attention à l'impact que cela pourrait avoir dans la vie de la victime, dans son entourage, dans sa famille. Et puis, à partir donc de ce séminaire, nous nous sommes rendus compte que finalement, ce qu'ils vivent ne mérite pas d'être traités ainsi. Un phénomène qui prend de l'ampleur, les formateurs comptent impliquer les journalistes des régions. C'est tout ce qu'on souhaite. Notre bataille, c'est de réveiller notre société au fait de violences sexuelles. C'est ça notre ambition. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas admissible que partout tu entends cet tintamarre de le Sénégal émergent. Lorsqu'une société va émerger, elle se soigne. Ce comptable, lui, met l'accent sur nos valeurs. C'est très simple, il faut qu'ils arrêtent de nous donner l'information de manière brutale. Vous savez, dans ce pays, nous, comme je vous ai dit tantôt, nous avons l'habitude de traiter ce genre de sujets comme des sujets tabous. Donc avec la manière. C'est vrai, il faut en parler, parce que c'est des sujets d'actualité, mais je pense qu'il ferait mieux de faire le tri par rapport à ce qu'ils devraient dire et ce qu'ils ne devraient pas dire. Et je pense que c'est ça l'essentiel. Maître Sidiki Kaba, ministre de la Justice, garde des Sceaux, souligne que chaque année, 3000 cas de violences sexuelles parviennent aux instances judiciaires. Des chiffres alarmants qui interpellent la responsabilité de tous. Et pour ce qui est du traitement de ces faits dans les médias, ces acteurs pensent qu'il n'est plus normal de les mettre dans les faits divers. C'était le dernier élément de ce journal, Léa, merci. Merci à toi, Chartidiane, à demain. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images.